la violence en Martinique et il y a ce problème d'argent. Pour moi, tout le monde est là. Maintenant, les gens peuvent tuer une personne tout de suite. Vous n'êtes pas converti. La vie de tout le monde continue, sauf ma vie. Voilà tout ce qui me reste. C'est pas nous qu'on le faire demain. Moi, je pense qu'il y a un petit un jour, hein. Sinon, c'est moyen pour les jeunes. D'où viennent les armes qui tuent nos enfants? Qu'est-ce qui pousse un jeune à tomber dans la violence? Quel est le rôle des médias? C'est tout de suite dans Zone d'ombre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Zone d'ombre, l'émission d'investigation d'ATV. Tous les premiers mardis du mois, coup de projecteur sur un sujet qui vous concerne. Ce soir, enquête sur la violence des jeunes dans notre île. Vous pouvez dès maintenant réagir sur le Twitter de l'émission #Zombre. 12 homicides depuis le début de l'année, 79 armes à feu saisies. Nous ne sommes pas à Marseille, mais bien en Martinique. Dans le sillage de la Guadeloupe, nous sombrons dans une violence quasi ordinaire, parfois même revendiquée. Ce soir, Zone d'ombre tente de faire la lumière sur les causes de ce phénomène. On en reparle juste après avec Guillaume Bacoul et Laurent Prévost, le préfet de la Martinique. J'avais tellement de choses à te dire, Bruno. J'avais tellement de choses à te dire, Bruno. Je ne sais pas, Bruno, si le moment de la mort t'a fait mal. Ou plutôt, je ne sais pas si le moment de la mort fait mal. Mais moi, j'ai très mal, Bruno. Une douleur indescriptible. Celle d'une mère qui vient de perdre son enfant. Maman ne les pardonnera pas. C'est Dieu qui va les pardonner, pas maman. En mai dernier, Bruno est tué par balle lors d'une soirée d'anniversaire. Il a à peine 20 ans. Qu'est-ce qui est dur là? Son absence? C'est son absence et la gratuité de la mort, des morts. La gratuité de ses souffrances. La gratuité d'aller dans un anniversaire. D'aller dans un anniversaire et puis les bonhommes arrivent avec 8 fusils. 8, pas un, 8 fusils. Ils tirent sur tout le monde. Et je vois une partie qui sont encore à moto, je les vois folailler sur leur moto, soi-disant qu'il n'y a pas de place en prison pour eux. Depuis le décès de son fils, Léonide reste cloîtrée chez elle, seule, à prier. Je pense que je ne suis pas la seule maman à souffrir comme ça, de cette prison. Eux, ils sont en liberté à Ducos. Moi, je suis en prison chez moi. Combien de morts faudra-t-il encore? Le soleil se lève sur la Martinique. Depuis plusieurs semaines, les journaux télévisés sont anxiogènes. On compte 12 homicides sur l'île en seulement 9 mois. Un homme a ouvert le feu, tirant sur tout le monde, sans distinction. Bilan 5 blessés, 1 mort. Le jeune Lamantinois de 19 ans a été retrouvé mort hier soir à Fort-de-France. Mais d'abord, cet homme retrouvé mort sur la plage de l'Anse-Figuier. Parmi ces morts, Ismaël, abattu en plein jour le 19 septembre dernier, devant tout le monde, dans le centre-ville de Sainte-Marie. Comment un tel drame peut-il arriver? Nous partons rencontrer Nini, l'un des meilleurs amis d'Ismaël. À 17 ans, il a déjà le corps criblé de tatouages. Les décrypter nous aide à comprendre les jeunes. Rouge, parce que rouge, j'aime la couleur rouge. C'est le sang, oui, voilà. Mais pourquoi le sang? Il y a une signification, c'est qu'il y a quand même bon, parce que le sang aussi, c'est la couleur rouge. T'aurais pu mettre red. Ouais, aussi. Aussi. Ignorance ou fausse naïveté? Aujourd'hui, on retrouve ces tatouages sur pratiquement tous les jeunes. Leur signification est loin d'être celle avancée par Nini. Emmanuelle Bruch est avocate, ancienne gérante d'un label de musique. Elle interprète pour nous le sens de ses dessins. Les Bloods, en fait, à la base, c'est un gang qui vient de Los Angeles, qui est là depuis environ 1972, en réaction à un autre gang qui s'appelle les Crips. Les Bloods étant en général en rouge et les Crips en bleu. Ce sont des gens qui sont constitués autour de couleurs et de signes distinctifs et donc qui ont un fort sentiment d'appartenance. Avant, la Martinique était divisée en quartiers. Aujourd'hui, elle est fragmentée en différentes couleurs. Les Bloods en rouge, les Crips en bleu ou encore les Black and Yellow.
Illustration de cette culture gang, la marche funèbre en l'honneur d'Alan, un jeune tué par balle par son ami. Dans le cortège, une couleur domine, le rouge, car c'est celle de son gang, les Bloods. Tout le monde joue le jeu, sans vraiment savoir pourquoi. Sur certains réseaux sociaux comme Facebook, les gangs s'affichent, comme ici sur le profil du meurtrier d'Alan. Problème, aujourd'hui ce phénomène ne s'arrête pas à une couleur ni à un nom. C'est un véritable outil social. L'adolescence, une période charnière où le sentiment d'intégration est important. David Curton, ancien conseiller principal d'éducation, travaille depuis 20 ans au contact des ados. Dans une société où les jeunes ont du mal à trouver leur place, faire peur devient une façon d'exister. On se rend compte que finalement, c'est pas si mal que les autres aient peur de nous. On est un petit peu les loulous, là, on est un petit peu le leader, on est un petit peu le caïd. Et c'est d'un côté excitant d'avoir cette idée que le voisin ou la voisine peut avoir peur parce que, ben voilà, on joue un petit peu des mécaniques. Tout ce qui peut attirer comme stimulation et surtout comme appartenance, qui rassure. Je suis dans un groupe, je suis accepté, je suis beau, je suis belle, si on m'apprécie, c'est que je vaux quelque chose. Donc, vous voyez, tout est lié à ce sentiment d'estime de soi. Le 19 septembre, Ismaël tombe sous les coups de feu, sans raison. Devant notre caméra, son frère craque. Il pousse un cri de colère contre une jeunesse à la dérive. La violence en Martinique, elle est due à ce problème d'argent. Tout le monde veut avoir les poches bouées pour la drogue, pour l'alcool, pour les flingues, pour les putes. Aujourd'hui, certains jeunes deviennent de véritables criminels, sans même s'en rendre compte. C'est lorsqu'ils vont être vraiment condamnés qu'ils vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Parfois, ils le font pour juste avoir une notoriété dans la rue, auprès des amis, auprès des grands, et en vérité, ça ne sert à rien. De toute façon, dans ce qui est véhiculé à la télévision, dans les clips, sur Internet, les jeunes banalisent complètement la violence et n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Une ressemblance frappante, illustration de l'impact des stars sur les jeunes martiniquais. Et moi, c'est money of the beach. Fait l'argent, ouais. Pour moi, tout ça, c'est fait l'argent. Si t'as pas d'argent, tu vis pas, tu manges pas, voilà. T'es obligé d'avoir de l'argent. Lil Wayne, l'incarnation de la réussite pour les adolescents. Des femmes, des voitures, mais surtout de l'argent. Le rappeur américain aurait une fortune estimée à 120 millions de dollars, de quoi faire rêver, même à 3000 km. Aujourd'hui, la musique serait l'un des premiers vecteurs de violence, mais elle n'explique pas tout. L'homme, c'est pour se défendre, pour tuer. T'as vu tout ce qui s'est passé comme ça? Devant notre caméra, un jeune nous montre une arme qu'il cache dans son immeuble. Un geste devenu banal, une façon pour eux de pouvoir se protéger. Pour moi, tout le monde est un homme. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, les gens peuvent tuer une personne tout de suite. Vous n'avez pas qu'on leur tue. Toi, t'as peur des armes? Bien sûr. Bien sûr, ça me fait peur. C'est la canne qui me protège. Les armes. Elles sont près de 7000 en Martinique. Et ce chiffre ne tient pas compte des armes artisanales, ni de celles entrées illégalement sur le territoire. Si l'île aux Fleurs a toujours été relativement violente, aujourd'hui, l'arme de poing a remplacé le coutelas. Avant, c'était beaucoup plus fixe. On savait où aller pour trouver une arme. Maintenant, je vais... tac, j'envoie un truc à mon copain et j'ai besoin d'un gun ou je sais pas quoi. Le copain va dire, tiens, attends, tac, tac, tac. Ça va beaucoup plus vite, ça va trop vite, ça va tout aussi vite finalement qu'un SMS pour le Japon. Il y a un enfant, 15 ans, déjà incarcéré, qui me dit
Monsieur, il n'y a pas de souci. Vous voulez d'une arme? Vous me dites ce que vous voulez. Vous avez ça demain matin. Vous me passez-moi la commande, je vous dis, vous avez ça demain matin. Voilà. On est dans le supermarché. En Martinique, tous les jeunes interrogés nous expliquent à quel point il est facile de se procurer illégalement une arme, à condition d'avoir de l'argent. Comptez 1 000 € pour un bon fusil et 4 fois plus pour une arme de guerre type Kalachnikov. Mais d'autres systèmes sont encore plus simples et moins coûteux. Les armes, ça va, ça vient, ça part comme ça. Et elles viennent d'où justement? De tous les endroits, à Martinique, même de là-bas que ça vient. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si t'as un petit policier corrompu, lui aussi, il peut te vendre un fusil. Moi, je ne sais pas d'où elles viennent, mais souvent, ce sont des armes artisanales. Trafiquées en fait, fraisées. C'est facile à trouver. Tu vas sur Internet, tu t'achètes une Kalachnikov factice à 100 €. Il te l'amène ici, quelqu'un qui travaille dans une entreprise de voiture, il te la fait fraiser. Il enlève les tampons de sécurité, il te met une gâchette neuve, il te achète une boîte de balles dans la rue. Il te un fusil. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Nous nous rendons sur Cybergun, un site internet bien connu des jeunes. Les armes présentées sont factices et coûtent des sommes dérisoires, 36 € pour ce pistolet russe. Et pour passer d'une arme factice à une machine à tuer, la manipulation est simple. Nous nous rendons dans une armurerie du centre-ville. On a reçu des cartouches de 28 grammes. Thierry, l'un des employés, nous explique les techniques utilisées par les jeunes pour rendre les armes factices fonctionnelles. Ils arrivent à fraiser en fait, ils prennent des mèches, ils font rentrer la mèche à l'intérieur du canon et ils arrivent à retirer tout ce qui obture le canon. Des armes souvent fragiles, mais d'autant plus dangereuses. C'est forcément plus dangereux parce que ce n'est pas prévu, c'est forcément des choses qui sont artisanales et tout. Bon, il y a des gens qui en font leur business apparemment. Mais une question se pose, qu'est-ce qui pousse un jeune à passer à l'acte et s'acheter une arme? Pour tenter de comprendre, nous interrogeons Johan, 17 ans. Il s'intéresse de près aux armes vendues ici. Il nous explique pourquoi. Pour une histoire de parole, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on t'a fait? On m'a donné une gifle pour ça. Après ça, je me suis calmé pour ça, c'est tout. Je me suis dit que j'allais me venger. Nous retrouvons Nini, l'ami d'Ismaël. Pour lui, la possession d'armes est étroitement liée au milieu dans lequel il a grandi. Un jour, on était là, tranquille, près de chez nous. Puis il y a une voiture qui est arrivée, tout doucement. Ils ont freiné, ils étaient cagoulés, tout et tout. Il y a 2 qui sont sortis avec 2 fusils à pompe, sciés, tout et tout. Et puis ils ont dit aux mecs de se coucher, de passer tout ce qu'ils ont. Et puis depuis juste voilà, obligé de poser son fusil sur lui. Pour sa défense, même si on ne va pas le tuer, mais au moins le blesser. Si Nini porte une arme pour se protéger contre les braquages ou les agressions, d'autres sont armés pour protéger leur business. Ici, 1 kilo de cocaïne venu directement du Venezuela, comme l'indiquent ces marques en relief. Nous assistons à une transaction. Le kilo est acheté 7 000 €. Il rapportera 45 000 € au dealer. Les sommes brassées sont colossales, du coup, une protection armée est nécessaire. Nous partons en commune et tombons sur une bande de jeunes. L'un d'entre eux se distingue car il n'a ni chaîne en or, ni couleur de gang, ni tatouage. Particulièrement méfiant, il nous aura fallu plusieurs rendez-vous pour le convaincre de nous parler sous couvert d'anonymat. Sébastien est en fait l'un des plus gros trafiquants de cocaïne de la Martinique. Les armes, il connaît. Elles sont un élément essentiel de son business. Ici en Martinique, il y a toutes les catégories d'armes. Du plus petit, même des armes de guerre, on retrouve ici. Comme quoi? Comme des AK-47, des M16. Et ça vient d'où? À l'étranger, des fois même, ce sont des hauts placés, bien placés, qui peuvent faire entrer ici. Tu penses que tu pourrais aller jusqu'à tuer quelqu'un pour ce qu'il t'a fait?
C'est une possibilité. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Les anciens ont vu la Martinique se transformer. Depuis quelques années, la violence explose. Vraiment, c'est beaucoup plus pire qu'avant. Nous sommes dans une période de violence que je n'arrive plus à analyser. Vous avez l'impression qu'il y a plus d'armes aujourd'hui en Martinique qu'avant? Beaucoup, à 100% plus. 100% plus d'armes. Pour rien, un petit garçon l'autre jour là avec un revolver, tire toute la journée, ta maman qui est là, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants maintenant vont en classe avec un couteau dans leur sac. Avant, un avait un différend avec l'autre et ils se battaient à coups de poing jusqu'à ce qu'il y ait un qui soit déclaré gagnant. Aujourd'hui, c'est sûr que s'il y avait ce même différend, que ce serait réglé à coups de revolver. Gianni aurait été tué pour un regard, Alan pour un conflit entre bandes et Ismaël pour de la jalousie. Un effet de groupe qui galvanise ces jeunes et les pousse à commettre l'irréparable. Comme en témoigne ce clip avec des jeunes martiniquais qui se mettent en scène comme de vrais gangsters. Pourtant, les Bloods, les Crips et autres bandes de jeunes version martiniquaise ne seraient pas si dangereux. Tu penses qu'il y a des gangs dangereux en Martinique? Non, il n'y a pas de gangs dangereux ici. On n'est pas aux États-Unis, il ne peut pas y avoir de gangs dangereux en Martinique. Il y a trafic et trafic. Hein. Comme moi, j'ai toujours dit à certains petits à moi que c'est comme une échelle. Il y a à chaque fois, il y a une marche à monter. Et il y a des dealers, il y a des semi-dealers, il y a des trafiquants, il y a des grossistes, il y a de tout. Vous voyez, chacun a son poste, chacun a ses responsabilités. Patricia Pompuy est chef d'état-major à la direction départementale des services de police de Fort-de-France. Pour elle, il n'y a pas de bande au sens légal du terme. Les groupes de délinquants ne sont pas structurés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un chef à la tête, avec une hiérarchie, avec des sous-chefs et une autorité incontestée. Et je pense que ça ne cadre pas tout à fait avec le tempérament des Antillais que de respecter un cadre très hiérarchisé. Un facteur aurait augmenté les règlements de compte ces dernières années, la délation. Un gang est fait pour être soudé, mais ici en Martinique, lorsqu'il y a un problème dans un groupe, la plupart des temps, il y en a beaucoup qui tournent leur veste. Comme c'est pas structuré, c'est normal qu'il y ait des rivalités, dans les groupes même de leadership. Des chefs qui existent et qui viendraient pour certains des îles voisines. Au niveau des communautés, il peut y avoir peut-être, et là il y a une surveillance sur ça parce que sur ce genre de groupe, on pourra peut-être retrouver cette hiérarchisation qu'on n'a pas chez nos délinquants ici. Il y a certaines personnes, on va parler de personnages qui sont vraiment sérieux, qui sont sur ça, comme on dit. Mais tous les gangs n'ont pas la même dangerosité. Les plus jeunes sont influencés par les chanteurs et leurs messages d'argent facile. Leur vie est axée sur des petits trafics et leur violence est généralement gratuite. Pierre a grandi dans ces quartiers sensibles, les gangs, il connaît, et pour lui ce phénomène de mode n'attire que les jeunes influençables, en quête sociale, voire identitaire. Pour moi, je ne vois même pas ça comme un gang, en fait. J'appelle ça juste un rassemblement de cons qui essaient de faire des choses, juste des conneries, c'est tout. Voilà. La violence vient dans un cas ultime, au moment où il faut qu'elle vienne. Elle ne vient pas dans des cadres inutiles, tu vois. Alan, il est mort, il y a plein de gars qui sont morts, mais tout ça pourquoi? Pour rien du tout. Les Bloods, d'accord, ils ont gagné quelque chose, ils ont gagné 1 million. Les Blacks, je ne sais pas quoi, les nannies, les nanas, il y a quelque chose qui a gagné quelque chose, rien du tout. Tu vois. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est aller à des enterrements, aller dans des veillées, sortir des flingues, tirer des coups de feu en l'air, montrer que tout le monde a des fusils, et puis en fait, derrière ça, il n'y a personne qui a gagné quoi que ce soit. Il y a des faux bonnes là,
si vous avez envie d'avoir de l'adrénaline et de sentir comme vous êtes en train de faire quelque chose de sérieux. C'est là où moi je me perds dans toutes ces conneries de gang. Moi je fais pas partie de la gang. Moi je suis tout seul. Certaines bandes sont cependant plus dangereuses, car leurs activités illégales génèrent des sommes bien plus importantes. Résultat, lorsqu'il y a un acte criminel, tout est préparé, et les auteurs restent souvent introuvables. Le 19 juillet dernier, Daniel est tué lors d'une fusillade au Terre-Saint-Ville. Un homicide bien différent de celui d'Alan, de Bruno ou d'Ismaël. Pour Daniel, c'est une lutte sur un marché de la prostitution. Parce que bon, pour Alan, malheureusement, c'est pour des querelles dans les groupes de jeunes, quoi. Grandir dans la misère, sans jamais pouvoir assouvir de rêves simples. Voilà pourquoi certains enfants tombent facilement dans les trafics illégaux. Nous retrouvons Sébastien, notre trafiquant de drogue. Âgé aujourd'hui de 25 ans, il a été confronté à une extrême misère. Issu d'une famille nombreuse, il a grandi dans une case, sans électricité. Il se confie sur cette enfance douloureuse qui l'a conduit à faire de tels choix de vie. Vers l'âge de 10-11 ans, on a connu véritablement le milieu de la drogue. Et je suis arrivé dans le stade que je suis aujourd'hui. En gros, c'est comme une entreprise. Je veux dire que je suis sorti du stade de stagiaire pour arriver à gérant, des fois même propriétaire de certaines choses, vous voyez. Et je vous dis que ce milieu-là, ce n'est pas facile, mais une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en sortir. Une fatalité? Non. Mais certains jeunes seraient prédisposés par leur environnement familial. Pour Éric Billon, pédopsychiatre, le rapport à la violence viendrait de loin. Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, si on se trouve devant des enfants qui ont eu des carences affectives précoces, des grosses difficultés relationnelles dans l'enfance, et qui ont été par exemple témoins d'agressions et de choses difficiles, on peut dire que et psychologiquement le modèle qui leur a été donné et même biologiquement la difficulté à gérer le stress et les modifications que cela a pu entraîner au niveau de leur cerveau fait qu'ils sont entraînés vers des stimulations fortes, vers la consommation de toxiques, vers la recherche de violence. Après, il y a aussi le phénomène qui est propre à l'adolescence. C'est qu'à l'adolescence, le mouvement est un mouvement de séparation des parents et des modèles parentaux pour aller chercher auprès des jeunes de son âge de nouveaux modèles. Le problème, c'est que notre société n'a pas beaucoup de modèles positifs à apporter à nos jeunes. Pour David Curton, l'influence des parents est capitale. Ils auraient le pouvoir de changer l'avenir de leur enfant. Je reste intimement convaincu qu'on peut sortir l'enfant de cet effet de groupe qui l'attire en faisant un petit peu plus attention à lui. Et en lui parlant, en lui disant « fais attention, je trouve que tes fréquentations, n'oublie pas les objectifs que tu t'es fixés. Les valeurs telles que la loyauté ou l'honnêteté, des choses comme ça payent. Et de toute façon, ce sont ces valeurs-là qui vont faire de lui un homme accompli ou une femme accomplie. Et que c'est ces valeurs-là qui vont de toute façon le sortir de ce marasme social qui de toute façon, je l'ai dit en préambule, engendre la violence. Pour certains parents, éduquer leur enfant n'est pas une mince affaire. Il y a 5 ans, Rosalie doit prendre une terrible décision. Son fils de 17 ans a des comportements inquiétants. Un jour, elle découvre une arme dans sa chambre. Avec déchirement, elle appelle la police et envoie son fils en prison pour éviter un drame. Peut-être mon fils se serait trouvé, peut-être il aurait tué quelqu'un, peut-être qu'il aurait blessé quelqu'un, ça aurait peut-être été plus grave. Et pour mettre fin à ça, il le faire comprendre, réaliser du danger où il se trouve, de l'arrêter, de mettre une fin à tout ça. Est-ce que c'est pas difficile pour une maman d'entre guillemets dénoncer son fils? C'est très 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 difficile, très douloureux et parce que vous pouvez, l'enfant en retour peut vous haïr pour ça. Et là,
c'est pas une chance, mais mon fils a compris que j'ai fait ça pour lui et qu'il faut qu'il arrête. L'influence de l'environnement est parfois trop forte. Les jeunes échappent à l'éducation de leurs parents. Une mère ne peut pas tout offrir à ses enfants. Vous savez, les enfants voient, ils veulent plus. On leur donne quelque chose, mais ils veulent plus. Je ne vais pas dire que... C'est l'influence aussi. C'est parce que les autres font, on fait. Les autres ont, je veux. Mais ce n'est pas ça. Il faut chercher sa propre personnalité et trouver ses propres moyens de pouvoir réussir de ses propres façons. Mais pas de suivre les autres et de faire comme les autres font. Réussir, un rêve presque intouchable pour cette jeunesse souvent sans diplôme. En 2012, la Martinique totalise un taux de chômage de 21%. Les jeunes de moins de 30 ans sont les plus touchés, avec un taux qui atteint les 47%. Des chiffres qui expliquent certains choix. Si tout le monde avait un poste et gagnait suffisamment, il n'y aurait pas eu ce problème. Il y aurait eu moins de trafic et tout le monde allait s'entendre. Et tout... il y aurait eu une vie paisible. Il n'y a pas de travail, donc la facilité, c'est ce qu'ils voient. Ils ne vont pas aller à l'école, s'asseoir sur un banc, étudier, et pouvoir après rester là au chômage. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se cantonnent au travail illégal. Ils gagnent généralement entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Car selon eux, il n'y a pas d'alternative. Quant aux plus gros trafiquants, ils ne cherchent plus. Ça peut aller entre au minimum 60 000 et 60 000 qui montent à 200, 300, 300 000 euros par groupe. À séparer à 2, 3, ça dépend. Ce que toi tu dois toucher dans un mois, je touche dans 2 semaines. Et donc du coup ça te donne pas envie de, entre guillemets, travailler dans des espaces verts ou... Non, dans la clim. Non, sous le soleil. J'ai cherché du boulot, j'ai déposé des CV, des lettres de motivation dans différents boîtes d'intérim. On m'a jamais répondu, on m'a rien dit. Donc là j'espère, je galère et puis j'attends qu'on m'appelle un jour. La législation française interdit les paiements en espèces supérieurs à 3 000 euros. Pour Kevin, la situation est claire. Il ne veut plus de cet argent sale, ni du stress qu'entraîne son activité. Tu peux vendre de l'œuvre des shit et puis quand tu me gagnes pas 1 000 euros par mois, c'est pas vrai tout ça. Tu vas être dans la rue et tu galères. Tu penses qu'il y en a qui vendent du shit, de l'herbe et qui galèrent et qui voudraient travailler? Bien sûr, bien sûr. Toi, c'est ton cas par exemple? Mais oui, je vais travailler. C'est pas une grille tout ça. Rester dans la rue comme ça tous les jours. Si tu gagnes à peu près 2 000 euros aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à gagner 1 000 euros en travaillant 8 heures par jour? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'est de l'argent propre. Je serais utiliser mon argent comme je le veux. Aujourd'hui, tu peux pas l'utiliser comme tu veux, ton argent? Non, je peux pas. Je peux pas acheter de grosses choses, comme des voitures, des trucs comme ça. Sinon, on va poser beaucoup de questions. Parce qu'il rapportera toujours de l'argent de la drogue. C'est le premier contexte illégal, rapportera toujours de l'argent. S'ils ne font rien pour les jeunes, quelque chose peut se passer, on ne sait pas. C'est pas de quoi faire demain. Bon, je pense que ça va péter un jour, s'ils ne font rien pour les jeunes. Descendre de le berceau, est-ce que c'est physique qui est mieux? Après un tel constat, une question se pose. Quel avenir pour notre jeunesse? Monsieur le préfet, bonjour. 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 Alors on l'a vu dans ce reportage, la situation est relativement préoccupante en Martinique. 12 homicides depuis le début de l'année, des gangs qui se structurent, des armes qui circulent plutôt facilement. Est-ce que vous aviez conscience de la gravité de la situation? Alors le reportage met en avant un certain nombre de phénomènes. Conscience de la situation, conscience de ces phénomènes, j'allais dire, oui, heureusement qu'on a conscience de l'existence de ces phénomènes, parce qu'on a des échanges très réguliers avec les élus, avec les services chargés de la sécurité, avec les associations qui sont les uns et les autres au quotidien en contact avec les réalités que vous avez montrées dans le reportage. Des réalités qui ne recouvrent quand même pas toute la réalité. Et de ce point de vue, je pense que l'émission porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis l'accent sur
l'ombre. Et je pense que les uns et les autres, on a quand même l'occasion de rencontrer à de multiples reprises des jeunes qui réussissent, des jeunes qui s'investissent dans une vie professionnelle, dans une vie personnelle, qui font des études, qui ont envie d'avancer et qui ne se retrouveront pas dans les parties de votre reportage. C'est sûr. Après, c'est vrai que comme on l'a pu le constater, la violence a quand même augmenté ces derniers temps. Donc là, aujourd'hui, on a essayé de trouver les causes. Et parmi les causes qu'on a identifiées, il y a les armes. Alors, on le voit dans le reportage, il y a beaucoup d'armes qui sont artisanales. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre la prolifération des armes? Le reportage met en avant la relative facilité finalement avec laquelle on peut passer d'une arme parfaitement inoffensive à un engin qui peut faire mal, qui peut même tuer. Donc ça c'est évidemment un sujet de préoccupation. Bon, on entend aussi parler de Kalachnikov. Il faut quand même dire qu'on n'a jamais trouvé dans les affaires depuis plusieurs années, on n'a pas trouvé trace d'armes automatiques. Parce que s'ils arrivent à les amener jusqu'ici... Donc il faut être très prudent dans ce qu'on avance, dans ce qui est dit. Maintenant, il y a une réalité qui est celle de la présence d'armes et d'armes à feu, en particulier dans beaucoup de faits de délinquance et de délinquance violente. Donc notre travail, c'est d'abord un travail d'analyse pour voir d'où viennent ces armes, comment elles sont rentrées, comment elles ont été mises en circulation. Une partie, ce sont des armes qui étaient détenues légalement et puis qui se sont retrouvées dans des mains animées de mauvaises intentions. Une autre partie, c'est de la fabrication ou de la transformation artisanale, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a peut-être aussi des armes qui rentrent venant de l'extérieur. Bon, mais le sujet, c'est pas juste d'être dans le constat, évidemment, parce que ça, on l'a tous fait. C'est d'être dans le rappel d'abord de consignes de bon sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas une arme chez soi comme un jouet. Et donc, quand on a une arme chez soi, il faut prendre des précautions. Il faut la mettre dans un endroit qui n'est pas facilement accessible. Pour une raison toute simple, c'est que quand il y a un cambriolage, et ça arrive, eh bien, souvent, c'est l'arme qui disparaît dans le cambriolage. Bon, donc, il y a déjà des choses de bon sens qui doivent être rappelées en permanence auprès des détenteurs légaux d'armes. Bon, ensuite, on évoque dans le reportage les armureries. Elles ne sont pas très nombreuses en Martinique, donc elles font l'objet aussi de contrôles pour s'assurer qu'elles respectent l'ensemble des réglementations, que les livres de police, comme on dit, sont tenus. Et puis, il y a ces armes qui se retrouvent de manière légale dans des familles, mais dont les gens finalement ne savent plus très bien quoi faire parce que ça a appartenu à un parent, et puis le parent a disparu, et on se retrouve avec une arme dont on ne sait pas quoi faire. Alors pour ces armes-là, on va mettre en place une campagne finalement visant à faire rapporter les armes par nos concitoyens qui souhaiteraient les remettre aux policiers et aux gendarmes, et permettre la destruction de ces armes. C'est ce qui s'est passé effectivement en Guadeloupe et qui avait plutôt bien fonctionné puisqu'ils avaient saisi 89 armes. Après, voilà, c'est la campagne de déposer les armes qui s'est faite en Guadeloupe que nous allons aussi mettre en place ici avec le concours des collectivités. On est en train de travailler avec elles pour que cette campagne soit efficace. Et le problème, c'est que sur déposer les armes, le problème, c'est que ça va concerner uniquement les armes justement des bons citoyens plutôt honnêtes qui ont des armes qui ont appartenu à leurs grands-parents et pas ceux des délinquants qui sont finalement... Ceux des délinquants. Ceux des délinquants, c'est le travail quotidien des policiers et des gendarmes. Moi, j'entends souvent qu'on critique les contrôles qui sont faits au bord des routes en disant finalement on embête le citoyen honnête pour son problème de permis de conduire ou d'assurance. Bon, c'est déjà en soi des problèmes sérieux, mais à chaque fois qu'on fait ce type de contrôle, on intercepte pas mais quelques armes, soit à feu, c'est rare, souvent des armes blanches, mais qui sont évidemment retirées de la circulation. Oui, c'est concluant, parce que ne serait-ce qu'en 2012, on a retiré près d'1 millier d'armes de la circulation, alors toutes catégories confondues, c'est toutes, heureusement des armes à feu, qui sont plutôt de l'ordre de quelques dizaines, mais c'est déjà beaucoup. Et sur 2013, on est exactement sur les mêmes tendances. Donc ce travail de fourmi, j'allais dire, ce travail de fourmi, il produit ses effets. Alors nous disposons maintenant d'une zone de sécurité prioritaire qui englobe 5 quartiers de Fort-de-France. Est-ce que les premiers résultats sont concluants? Alors on a une zone de sécurité qui couvre 5 quartiers de Fort-de-France, où effectivement on a souhaité mettre l'accent dans la présence des forces de l'ordre, en particulier sur la basse ville de Fort-de-France où on a une concentration de phénomènes. Bon, donc c'est concluant. Il faut un peu de temps pour que les choses soient concluantes. La zone de sécurité, elle existe depuis le mois d'avril. Ça fait à peine 6 mois donc qu'elle est fonctionnelle, qu'elle marche.
que nous la faisons vivre. Donc des opérations systématiques de contrôle sont mises en place avec à chaque fois des moyens assez importants et on trouve des choses, bien entendu. Maintenant, ça ne peut marcher que dans la durée, ça ne peut marcher qu'au travers du travail d'enquête des services. Évidemment, tout ne peut pas être mis sur la place publique. Il y a eu, dans le courant du mois d'octobre, plusieurs opérations de police judiciaire qui ont été conduites au Terre-Saint-Ville, avec identification de personnes détenant des armes, avec mise hors d'état de nuire de personnes qui étaient impliquées, en particulier dans des vols à main armée. Donc ce travail de fourmi, il paye. J'entendais dire aussi dans le reportage qu'on ne trouve pas les auteurs des faits. C'est faux. Il y a un travail d'élucidation très important qui est conduit par les policiers et les gendarmes, il faut le dire. Il y a deux délinquances. En tout cas, nous, on a distingué deux délinquances, c'est-à-dire ce qu'on appelle la petite délinquance. Ce sont les histoires d'Alan, les affaires d'Alan, Ismaël, où il y a vraiment des morts qui sont gratuites, et la mort de Daniel, où on a vraiment plus un réseau. Donc, on avait l'interview du chef d'état-major qui parlait du marché de la prostitution. C'est pas le même calibre. Donc, c'était juste par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut faire un distinguo entre le vol à main armée de deux personnes plus ou moins jeunes sur un scooter qui viennent chercher la caisse et puis du petit deal ou de la prostitution. Les réseaux, au sens où on en parle dans l'Hexagone, avec des grands réseaux structurés, parfois des mafias venues d'autres pays, nous ne constatons pas ça ici. Donc on est face à des choses très morcelées, de petite dimension, qui précisément demandent un travail de proximité et du quotidien, mais qui est un travail de fourmi. Il est vrai que la situation est un petit peu différente de la Guadeloupe, où il y a des gangs qui sont peut-être plus structurés, mais est-ce qu'on ne peut pas craindre justement que la Martinique devienne aussi violente que la Guadeloupe? Mais nous ne sommes pas dans le commentaire ou la crainte. Avec les pouvoirs publics, c'est avec les élus, avec les services. Justement, nous sommes dans l'action pour garantir à nos concitoyens le minimum de sécurité auquel ils ont droit. Et donc, notre sujet, ce n'est pas de se comparer avec la situation de l'île Sœur, qui est difficile, il faut le reconnaître. C'est de voir comment nous agissons sur un tissu martiniquais qui n'est pas le même, sur une délinquance martiniquaise qui n'est pas la même. Ça a été tout l'enjeu de la visite du ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines. On lui a justement bien montré qu'on était vraiment dans une logique d'abord de travail en commun. Ce n'est pas l'État d'un côté, les élus de l'autre, chacun se renvoyant la balle. C'est un travail en commun que nous voulons conduire. Et puis qu'on était vraiment dans cette dimension de prévention qu'on retrouve d'ailleurs dans le reportage, autour de la parentalité, autour de l'éducation, autour du rappel d'un certain nombre de valeurs, à commencer par celui du respect de la vie humaine. Il y a plein justement de sujets que vous abordez. Juste un mot sur la visite de Manuel Valls. Il a annoncé qu'il y aurait des radars qui seraient installés d'ici à 2015. Il est parti à cause de l'affaire Leonarda. Est-ce que vous l'avez senti concerné, et du coup, est-ce que vous avez senti le gouvernement concerné par cette problématique de la violence aux Antilles? Moi, je représente le gouvernement ici, et quand j'agis au quotidien, c'est pour mettre en œuvre les politiques du gouvernement. Donc, nous échangeons très régulièrement avec les entourages des ministres, avec les directeurs généraux. La situation n'est pas inconnue, et je crois qu'il faut arrêter de dire que finalement l'Hexagone regarde tout ça de loin. C'est peut-être vrai, dans les médias, permettez-moi de le dire, c'est peut-être vrai dans les médias, hein, je ne parle pas de ceux d'ici. Mais pour ce qui est de l'action du gouvernement, ça n'est pas le cas. C'est une bonne nouvelle. On est vraiment dans une préoccupation très immédiate. Bon, et donc le ministre de l'Intérieur est venu ici en connaissant d'ailleurs parfaitement les choses, parfaitement les dossiers, y compris les difficultés, y compris ce qui va moins bien ou ce qui ne va pas. Et au contraire, tout le temps de sa visite a été pour lui expliquer ce que nous faisions avec les acteurs locaux, là où on pouvait être appuyé par des moyens supplémentaires, les radars qui vont nous permettre de voir ce qui arrive sur nos côtes, hein, les bateaux qui arrivent sur nos côtes, les moyens techniques de radio ou de détection, les moyens juridiques aussi que nous avons évoqués avec lui. Donc on est vraiment dans un échange, mais je peux témoigner, pour avoir été souvent avec lui en tête-à-tête, que le ministre de l'Intérieur connaissait parfaitement la situation en arrivant. Alors il y a quelques jours, des policiers ont essuyé des coups de feu au haut du port. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de peur, de respect de l'autorité ici en Martinique? C'est un des sujets auxquels on est confronté, mais pas simplement les forces de l'ordre. Tous ceux qui interviennent dans la dimension éducative, dans même ne serait-ce que la relation de parentalité. Et le respect de l'autorité, la notion d'autorité, ça commence très tôt.
c'est dit dans un des témoignages, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut inculquer ces notions-là. C'est une responsabilité des parents. C'est pas facile. Il y a des familles qui sont en difficulté. Tout ce qu'on fait pour la parentalité, les écoles des parents, tout ce qui se met en place autour des actions des communes, c'est pour aider les parents. C'est pas pour les montrer du doigt, c'est pas pour les enfoncer, c'est pour les aider dans cette dimension. L'école, évidemment, a un rôle essentiel. Les forces de l'ordre, qui sont un peu le dernier rempart, elles doivent être respectées dans ce qu'elles font, dans le travail qu'elles mènent, dans le rôle qui est le leur. Et moi, je peux témoigner d'abord de l'engagement des forces de l'ordre, mais ça, c'est ce à quoi ont droit les Martiniquais au quotidien. Je peux aussi témoigner du fait que la justice, quand elle est saisie d'affaires où les forces de l'ordre ont été mises en cause, répond. Et donc, vraiment, je crois qu'on a vraiment cette notion d'autorité, mais plus que ça, de règles de vie en société sur lesquelles il faut travailler en profondeur. Ça demande du temps, ça demande que tous se mobilisent. Et je crois qu'on a, avec toute la société, on a un plan de travail sur lequel on est en ce moment et que nous rendrons public avec les principales collectivités d'ici la fin de l'année. On sera ravis de le voir. En tout cas, merci beaucoup Laurent Prévost d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro de Zone d'ombre. Vous pouvez réagir sur le Twitter de l'émission, #Zombre. Et on se retrouve le mois prochain, on vous dira tout sur l'argent en Martinique. Qui a réussi et comment? La richesse est-elle réservée à certains? Être riche faute d'emploi, c'est la prochaine enquête de Zone d'ombre. Bonne soirée sur ATV.